réellement la configuration. Voilà, donc on a commencé par une configuration de base. Donc on a vu la configuration statique, la configuration dynamique, la différence entre les deux. Euh, Quand on a besoin d'utiliser la configuration dynamique réellement, donc lorsqu'on a besoin de télécharger des packages, ou bien lorsqu'on va réellement utiliser des services en tant que client, donc on n'a pas besoin de fixer l'adresse IP. Par contre, pour la configuration des serveurs, ok, donc pour configurer ou bien pour implémenter un serveur, toujours j'ai besoin de fixer l'adresse IP du serveur. Pourquoi réellement? Pourquoi on a besoin d'avoir toujours une adresse IP qui est toujours fixe pour le serveur, puisque cette adresse, elle va être déclarée où réellement? Dans un serveur dit annuaire, Hakawale. Donc, ce serveur, qu'est-ce qu'il il assure? Il assure la résolution entre les adresses IP et les noms de domaine. Ok. C'est pour cela, dis-moi que tes serveurs, on utilise des adresses IP qui sont toujours fixes. Ok. Voilà. Donc, on a tous les services. Ok. Tous les services, principalement les services basiques ou bien les services avancés, ils se basent sur quel type d'architecture? On utilise quel type d'architecture? On se base toujours sur l'architecture client-serveur, c'est-à-dire on a besoin toujours d'avoir une application installée côté client, une autre application installée côté serveur. Ok. Donc ici, lorsqu'on va commencer par le service web, qu'est-ce qu'on utilise en tant que des clients? Quel type d'application qui nous permet réellement de naviguer sur Internet? C'est c'est quoi l'application qui nous permet de naviguer sur Internet? Navigateur. Très bien, c'est le navigateur, ok, c'est le web browser. En tant que client, j'ai besoin d'avoir toujours un navigateur. J'utilise toujours une adresse IP aléatoire. J'utilise un numéro de port qui est toujours supérieur à 1024, ok. Par contre, j'utilise le navigateur, ok. Côté serveur, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise les navigateurs pour héberger les sites? Non, on doit Bien un sûr. serveur. Ah, et très bien, on a besoin d'installer une application, ok, qui nous permet réellement d'héberger les sites, ok. Donc, par exemple, on a travaillé avec la solution Apache, ok. Donc, on a la solution Apache, on a la solution NGINX, par exemple, comme la solution Light HTTPD ou bien la solution IIS, qui est la solution qui est la solution propriétaire à Microsoft, ok. Voilà. Donc, pour assurer de la communication entre le client et le serveur, qu'est-ce qu'on utilise comme standard de communication entre l'application installée côté client et l'application installée côté serveur? Les ports. Les ports que qu'on a. Les ports, ce sont toujours numéro de port, c'est un identifiant de quoi? C'est un identifiant, ce qu'on appelle du protocole. OK? Donc, pour assurer de la communication entre l'application installée côté client et l'application installée côté serveur, on utilise ce qu'on appelle les protocoles. OK? Donc, les protocoles, ce sont des standards de communication spécifiques. OK? Par exemple, pour assurer la navigation sur Internet, qu'est-ce qu'on utilise comme standard de communication? HTTP. On Très bien, on utilise tout simplement le protocole HTTP. OK, donc le protocole HTTP, c'est un protocole de quelle couche réellement? Il fait partie réellement de quelle couche? Quels sont les protocoles qui nous permettent réellement d'utiliser des services, qui nous permettent d'avoir un accès sur des différents types de services? On a vu ça la dernière séance. Ce sont des protocoles de quelle couche? Ce sont des Application. Très bien, ce sont des protocoles qui opèrent toujours au niveau de la couche application. Pourquoi? Puisqu'ils sont principalement en train de traiter des informations compréhensibles par l'utilisateur. OK? Voilà. Donc, pour naviguer sur Internet, j'utilise le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? HTTP ou bien Très bien, Feriel. Ou bien HTTPS. OK? Donc, la différence entre les deux, c'est toujours quoi? C'est la sécurité. OK? Donc, on a la sécurité ou bien sûr, c'est le numéro de port. Pour le HTTP, on utilise toujours le port 80 par défaut. Pour le HTTPS, on utilise toujours le port. Quel numéro de port? Le port 443. OK? C'est le port 443.
43 qui nous permet de traiter un trafic chiffré. Ok, donc la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de ce qu'on appelle des données. Ok, voilà. Donc, commençons par la première question. Alors, donc l'URL permet de localiser un document, voilà, un serveur web, voilà, un navigateur Internet, voilà, une session. Un document. Un document. Donc, URL, c'est pour dire quoi réellement? C'est pour dire Uniform Resource Locator. OK? C'est-à-dire, on va localiser réellement des documents sur Internet. OK? Pour pouvoir localiser ces documents, on utilise toujours des paramètres. OK? Donc, l'URL, il est constitué de quoi de façon générale? L'URL. Je commence par quoi au niveau de l'URL? HTTP. Protocole. Très bien. On commence toujours par le protocole. C'est HTTP, puis deux points, deux slash, nalqa, Sous-données. le nom de... Voilà, donc, c'est-à-dire HTTP, deux points, deux slash, puis par exemple www.esprit.tn. OK? Donc, de façon générale, quel est l'identifiant de chaque machine sur Internet? Comment on peut identifier les machines sur Internet? C'est en utilisant les noms de domaine ou bien en utilisant les adresses IP réellement? C'est quoi l'identifiant unique des machines sur Internet? L'adresse IP. IP. Très bien. Donc, on peut localiser les machines seulement en utilisant leurs adresses IP. OK? Donc, ici, au niveau de l'URL, je suis en tant qu'être humain, je suis en train de spécifier un nom de domaine. OK? Par contre, le problème ici, c'est quoi? Parce que le navigateur MTL, OK, il a besoin réellement de l'adresse IP pour pouvoir localiser cette ressource sur Internet, pour pouvoir localiser cette machine, OK, qui héberge ce site sur Internet. Donc, ici, on a un problème technique. Et là, je suis en train de spécifier un nom de domaine. Par contre, l'application T, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de l'adresse IP. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire le navigateur? Il va consulter quoi pour avoir l'adresse IP? Il va consulter un serveur. Très bien. Il va consulter l'annuaire. Qui est l'annuaire pour les ordinateurs? L'annuaire qui contient les correspondances entre les... DNS. Très bien. C'est le DNS, c'est le protocole, attention. Hein. Mais le service, c'est un service qui s'appelle le service DAD. DHCP, c'est un protocole qui offre l'autoconfiguration dynamique. Et le DNS, il offre le service de résolution de nom. OK? Donc voilà, donc le navigateur intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter un serveur, OK? Un serveur qui contient les correspondances pour avoir cette adresse IP. OK? Donc pour faire cette correspondance, donc le serveur, il commence la lecture de l'URL intérieur à droite ou bien à gauche? On commence la lecture toujours à gauche. On colle 3w esprit.tn. Par contre, pour faire la résolution, on commence toujours la lecture à droite. OK? Donc, on a besoin de commencer la lecture à droite. Donc, on va prendre ta deuxième question comme exemple. Donc, qui m'a rappelé comme la première question, l'URL permet de localiser réellement un document sur Internet. OK? Voilà pourquoi, puisque les sites web internes, ce sont des ensembles des fichiers. OK? Ce sont un ensemble des fichiers. Et pour passer d'un fichier à un autre, bien sûr, on utilise ce qu'on appelle les liens hypertextes. OK? Voilà. Donc, deuxième question, quel est le nom de domaine de deuxième niveau, ce qu'on appelle le SLD de cette adresse IP? Pour faire la résolution, on commence toujours à droite. On a vu ça la dernière séance. On a divisé le nom de domaine interne en 3 paramètres. Lesquels les 3 paramètres, Edoma? Puisqu'on commence à droite. Donc, je n'ai pas paramètre SD. Le SD. On commence par quoi? Le protocole. Avec SD. Donc, je commence par le protocole, puis on a le 3W, par exemple. Donc, ici, c'est principalement l'être humain. Pour les utilisateurs, on commence la lecture à droite. Par contre, pour un serveur qui assure la résolution de nom, il commence la lecture à droite.
OK? Donc, le serveur, il commence lecture à droite. Pourquoi? Puisqu'il a besoin de quoi? Il a besoin d'un point de départ. OK? Donc, بيبدأ réellement من الآخر. OK? Il va définir le route, ce qu'on appelle le point de départ interne. Puis, ce qu'on appelle le top level domain, ce qu'on appelle le TLD. OK? C'est le top level domain. Donc, on a les top level domain internes sont soit des top level domaines génériques, qui mal point .com, qui mal point .org, sont gérés réellement par des entreprises, ou bien on a des top level domaines, اللي هما يكونوا nationaux. هكا ولا qui mal le point .fr, elle est gérée par la France, le point .tn, elle est gérée par la Tunisie. OK? Voilà. Donc, et là, je commence toujours par ce qu'on appelle le top level domain. OK? Voilà. Donc, fait le point .tn, on a une entreprise, OK? Qui s'appelle Esprit. هكا ولا donc, ça, Esprit, dans ce cas, c'est un second level domain, c'est-à-dire c'est une zone qui est gérée par qui? Qui est gérée toujours par le point .tn. OK? Puis, tarte esprit, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver réellement les machines. On va trouver les serveurs qui hébergent, par exemple, le 3W. On va trouver la machine qui héberge, par exemple, le mail.esprit.in. On va trouver une machine qui s'appelle PFE, donc qui gère le site pfe-esprit.in. OK? Donc, réellement, OK, je commence toujours par le top level domain, puis on va trouver ce qu'on appelle le second level domain, et finalement, OK, on va trouver le nom de la machine, c'est-à-dire le 3W, ça sera le nom de la hôte. OK? Donc, on va interroger cette machine pour avoir l'adresse IP de cette machine. OK? Voilà comment le serveur de DNS, il assure la résolution de nom. OK? Voilà. Donc, Dima, on commence à droite. Donc, on a le point, avec c'est un point de départ. OK? Je commence par le point à faire, le point .tn, le point .org, le point .com, et ce qu'on appelle les top level domaines internes. OK? Donc, تحت les top level domaines, on a ce qu'on appelle les second level domaines. Ce sont des zones ou bien ce sont des entreprises qui sont gérées toujours par les top level domaines. OK? تحت les top level, les second level domaines, on va trouver ce qu'on appelle les machines, les hôtes. OK? Voilà. Donc, je connais la deuxième question. Donc, quel est le nom de domaine de deuxième niveau? Donc, ici, on a besoin, à partir de l'URL, on a besoin de trouver le second level domain. Est-ce qu'on a des volontaires? Madame, Oui. Chat, madame, la troisième réponse. La troisième réponse, c'est-à-dire qui m'a déjà fait la réponse 3 في الchat. réellement, juste écran, donc je suis en train de voir juste la partie QCM, ok? Voilà, désolé, Cyrielle. Sinon, vous pouvez utiliser toujours vos micros. Alors, donc, la troisième réponse, ça sera principalement notre second level domain. Pourquoi? Est-ce qu'on prend en considération slash actualité, slash presse, slash geo.html? Est-ce que cette partie, Non, elle fait on prend pas les slashés. Donc. les slash avec c'est quoi? C'est un chemin d'accès. Donc, احنا في les URL internes, toujours on commence avec les protocoles. On a le nom de domaine, ok? Donc, pour faire la résolution, on a besoin toujours d'utiliser seulement le nom de domaine. Par contre, au niveau des URL, on peut rajouter les chemins d'accès ou bien on peut rajouter les numéros de port. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle des options qu'on peut les rajouter au niveau des URL, les URL internes. OK? Voilà. Donc, ici, donc pour ce cas, le point à faire, c'est toujours, c'est qui le point à faire? Le point à faire, c'est pour dire quoi? C'est le second level domain ou bien le top level domain ou bien c'est la hôte? top level domain. Très bien. Le point à faire, c'est toujours le top level domain. OK? Donc ici, on a le top level domain. Bien sûr, c'est un top level domain qui est national, qui est géré par la France. OK? Sous le point à faire, qu'est-ce qu'on a? On a notre second level domain. OK? Donc, second level domain pour ce cas, c'est la troisième réponse. Très bien. Juste marraner chouni tiré. Hein? OK? C'est une faute de frappe. Très bien. Voilà. Puis le 3W, ça sera quoi? Ça sera c'est quoi le 3W? C'est le nom de la machine. OK? Voilà, très bien. Passons à la troisième question. Alors, donc ici, on a un fichier de configuration. Donc, c'est le fichier de configuration de quoi?
de la solution Apache. C'est le fichier httpd.conf qui nous permet réellement d'héberger des sites. OK? Donc, en utilisant cette configuration, est-ce qu'il s'agit bien de la méthode de la virtualisation par IP, ou bien de la méthode de la virtualisation par nom, ou bien de la méthode de la virtualisation par port, ou bien par host? Madame, par port, Par port. واحدة 80-80. Très bien. Donc ici, on a utilisé toujours la même adresse IP. Donc on peut vérifier qu'on utilise l'adresse 192.168.10.100.10. OK? Donc la même, elle est utilisée dans les deux sites. Donc mardiche, la virtualisation par IP. Alors lorsqu'on utilise la virtualisation par IP, on va utiliser deux adresses IP différentes. Très bien. Voilà. Donc pour la virtualisation par nom, on va vérifier les server names. Voilà. Donc ici, j'utilise la même adresse IP. Par contre, le port, par défaut, il est utilisé pour le premier site. Le port 8080, il est utilisé pour le deuxième site. OK? Donc, il s'agit bien d'une virtualisation, on peut dire, par port. Est-ce qu'on a une virtualisation qui s'appelle la virtualisation par host? Combien de méthodes qui nous permet d'héberger? 3, lesquelles? Par nom, par IP, par port. Très bien. Donc, on une méthode qui s'appelle la virtualisation par host. Voilà. Donc, Dim, essayez voilà, de vérifier les trois méthodes de virtualisation. Donc, toujours, la virtual host, c'est une méthode qui nous permet réellement d'héberger plusieurs sites sur le même serveur web interne. OK? Voilà, donc on a trois méthodes. La virtualisation par nom, donc pour assurer de la virtualisation par nom, on utilise deux noms différents, mais on utilise la même adresse IP et le même numéro de port. OK? Pour la virtualisation par port, il suffit toujours d'utiliser un numéro de port différent, bien sûr, du port 80 et différent du port 443. OK? Donc, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le numéro de port 21? Est-ce que c'est possible d'utiliser ce numéro de port pour assurer la virtualisation par... Oui, Filiel? C'est quoi la question? Juste, Bonjour madame. Madame, les noms de serveurs sont différents في الfichier, non? Oui, de façon générale, pour héberger des sites, donc DIM, on utilise des noms de domaines différents. Oui. Voilà, on a le droit de faire ça, ok, d'assurer de la virtualisation par nom. J'utilise seulement la virtualisation par nom pour faire la différence. Ok, donc je peux utiliser le même numéro de port, la même adresse IP, et on se base sur la virtualisation par nom. Ok. Par contre, de façon générale, on essaye, ok, d'utiliser plusieurs méthodes en même temps. Ok. Donc c'est pour cela, on a le droit d'utiliser la virtualisation par port et la virtualisation par IP. OK? Donc, mais toujours là, on fait la différence sur server name. OK? De façon générale. Très bien. On fait des cas, pas de souci. Donc, on fait des cas particuliers qu'on utilise la virtualisation par port et on utilise le même numéro de port, le même nom de site. Mais de façon générale, si Martina le cas l'entreprise Esprit, j'ai un site qui s'appelle www.esprit.tn, j'ai un site qui s'appelle pfe.esprit.tn et j'ai un site qui s'appelle moodle.esprit.tn. Voilà, les trois sites internes apportent trois noms différents. Bon, on a essayé d'utiliser trois méthodes de virtualisation pour assurer l'hébergement des sites. OK? Voilà. D'accord, donc, merci. Voilà, donc dans ce cas, à partir de cette configuration, on peut dire qu'il s'agit bien de la virtualisation par port. OK? Là, je vois le question T. OK? Donc, est-ce qu'on peut utiliser le port 21 pour assurer de la virtualisation par port? Est-ce que c'est possible d'utiliser le port 21 ou bien le port 22 ou bien le port 53 pour assurer la virtualisation par port? Je connais la notion du port de façon générale. Je dis la plage qui nous permet principalement d'attribuer des numéros de port côté serveur. Les ports supérieurs à 1024. Je connais. C'est l'inverse. Inférieur à 1024, ce sont les well-known. Bien sûr, côté serveur, la configuration, elle est faite côté serveur. OK? Voilà. Donc, le port, de façon générale, il est codé sur 16 bits. OK?
Voilà, donc le port interne, le numéro de port interne, il varie entre le port 0 et le port 65 535. OK? Voilà, on a créé une plage dédiée pour les serveurs, une plage dédiée pour les clients. OK? De façon générale, la plage entre 0 et 1024, c'est la plage dédiée pour consommer des services sur Internet. Avec le 80, OK, il fait partir de cette plage. Le 53, qui est le protocole qui est responsable au protocole DNS, le 67 qui est responsable au protocole DHCP. Donc, le 21, c'est le FTP, okay, le 25, c'est le SMTP. Donc, les ports internes qui varient entre le port 0 ou le port 1024, ce sont des ports okay, associés à des standards de communication, à des protocoles et à utiliser seulement côté serveur. Okay? Voilà, on est supérieur à 1024, ce sont des ports qu'on peut utiliser de façon aléatoire qui sont gérés par nos systèmes d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, il va utiliser des numéros de port aléatoires, ok? Mais de façon générale, les numéros de port internes varient entre 1024 ou 65 000, ok? Voilà, j'ai une notion de virtualisation. Est-ce qu'on peut utiliser, pour assurer de la virtualisation par port, est-ce que je peux utiliser les ports inférieurs à 1024? Est-ce que c'est possible d'attribuer des numéros de port qui m'a 53, qui m'a le 21, okay, qui m'a le 25, à des sites virtualisés par port? Très bien, Fériel, bien sûr que non. Okay? Il est impossible d'utiliser le well-known port. Et les ports réservés pour des services bien spécifiques. Donc, oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une plage d'adresse, une plage des ports qui est dans la plage des clients. OK? Donc, شنو هو البلاج اللي باش ناخذو les plages نتاع les ports enregistrés اللي هما les ports qui varient entre 1024 et 49 000. OK? Donc, خدينا des ports qui varient entre 1024 ou 43 000. OK? On peut le plage aider à partir de cette plage de numéro de port, on peut l'utiliser pour virtualiser des ports. Il est possible d'utiliser le port 8080, il est possible d'utiliser le port 1025, il est possible d'utiliser le port 8000, il est possible d'utiliser le port 6061, etc. OK? Dis-moi, pour assurer de la virtualisation des ports, on utilise les ports, ce qu'on appelle enregistrés. Et les ports varient entre 1024, OK, ou réellement, ou 49 000. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Très bien. Voilà. Passons à la troisième question. Alors, est-ce qu'on a des volontaires? Alors, quelle partie de l'URL représente le domaine de premier niveau? On cherche le TLD ici au niveau de cette URL. .com. C'est le .com. Très bien. Donc, on y http www.cisco.com. OK, c'est ce qu'on appelle l'URL. Bien sûr, l'index.html avec c'est un chemin indexé. OK, et là, je commence toujours par le .com. Donc, le .com, c'est un top level domaine. Cisco, dans ce cas, ça sera un second level domaine. 3W, ça sera principalement le nom de la machine. Très bien. Alors, la dernière question. Le navigateur web affiche erreur 500. À quoi? Principalement, à quoi peut-il être dû ce problème? Alors, qui corrige les problèmes avec le code 500, Erreur du serveur. Très bien. Donc, c'est une erreur interne du serveur. Il dit, le code 500, il est lié, les problèmes côté serveur, quels que soient, ce sont des problèmes de saturation, ce sont des problèmes internes au serveur, ce sont des problèmes de configuration, mais il s'agit bien d'un problème côté serveur. L'erreur 400, je n'en connais pas. C'est Côté client, de façon générale, oui, si la réponse, elle commence avec le code 400, OK, qui m'a le 404 not found, voilà, c'est un problème qui est lié les côtés client. Soi-disant, l'utilisateur interne, il a tapé une fausse URL, OK, sinon, il n'a pas le droit d'accéder à ses ressources. On a réellement un problème de sécurité, un problème de filtrage, OK. Donc, dis-moi, l'erreur 400, elle est liée l'utilisateur. Alors, si le code, il commence par 3, c'est-à-dire par 300, il s'agit de quoi? Si la réponse, elle commence par 3. Je connais, il s'agit d'un mécanisme de redirection. Donc, c'est quoi un mécanisme de redirection?
Je معناها une redirection. Hmm? Est-ce que le serveur, il va traiter cette requête? Alors, les codes, les codes de façon générale, en tant qu'utilisateur, je vais initier la communication. Haka wale. Alors, je vais envoyer des requêtes HTTP. Au cours les requêtes, ils sont basées sur quoi? Ils sont basés sur ce qu'on appelle les méthodes HTTP. Est-ce que vous connaissez les méthodes HTTP? On a vu 5 méthodes la dernière fois. اللي هما get, lesquelles? Très bien. get, Donc, post, la méthode. delete, Voilà. get. Donc, très bien. Donc, on commence par la méthode get. Haka wale. Get, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin? L'utilisateur, qu'est-ce qu'il a besoin réellement? Il va, Demander une information. voilà, Afficher. il va demander, il va récupérer réellement une ressource. OK? Voilà. Donc, il roule put. Put, c'est pourquoi? Modifier. Le put, c'est pour modifier. Envoyer. Le put, c'est de façon générale pour charger, OK, une ressource, voilà, un document au niveau du serveur. OK? Le put, c'est toujours pour, voilà, faire l'upload, par exemple. OK? C'est le fait de charger des documents sur un serveur web. OK? Donc, le post, dans ce cas, le post, elle nous permet de quoi? Elle nous permet d'envoyer Oui. des variables. OK? Elle nous permet principalement, نلقاوها في الكا نتاع شنو؟ نلقاوها في الكا نتاع les formulaires de façon générale. OK? C'est le fait de remplir un formulaire avec des données, avec des variables. OK? Et qui vont être bien sûr envoyées vers le serveur. OK? Voilà. Donc, on a le lien, le get, le post ou le put. On a delete. OK? Delete, c'est pourquoi? Supprimer. Supprimer des ressources sur des serveurs web. On a par exemple head, c'est pour avoir des informations concernant cette ressource. OK? Il y en a plein d'autres requêtes, bien sûr, mais toujours l'utilisateur, il va initier la communication, il va utiliser une méthode, OK? Une méthode HTTP. Donc, le serveur est là, il est en écoute sur un numéro de port, soit le numéro de port 80, soit un autre numéro de port. OK? Il va recevoir la requête, il va la traiter, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une réponse. Haka wali. Donc, احنا في الريبونس شنو عندنا؟ عندنا le code هذايا OK qui nous permet de vérifier quoi? De vérifier l'état de la requête. OK, au lieu d'analyser toute la réponse, non, on va voir seulement ce code. Le code هذايا il est chiffré, il est sur 3 chiffres, pardon. OK? Donc, احنا de façon générale, on s'intéresse réellement au premier chiffre. OK? Donc, le premier chiffre هذايا, il va nous donner réellement une idée sur l'état de la requête. OK? Voilà. Donc, si la requête, la réponse, elle commence par 1. 1, c'est pour dire information. Je m'en information. Le code son, de façon générale, alors c'est pour dire que le serveur, il a bien reçu la requête et la requête, elle est en cours de traitement. OK? Donc, si la réponse, elle commence par 2, de façon générale, 2, c'est pour dire quoi? Très bien. Donc, voilà. De façon générale, 200, c'est voilà la page cherchée. OK? C'est très bien. Voilà la bonne réponse. De façon générale, votre requête, elle est bien traitée. OK? Donc, le code 300, comme il s'agit là d'un mécanisme de redirection, OK? C'est-à-dire le serveur web, il a redirigé la requête vers un autre serveur web. OK? C'est-à-dire notre requête, elle va être traitée avec un autre serveur web qui possède bien sûr la réponse. OK? Donc, les codes 400, 500, ce sont des problèmes, ce sont des erreurs. OK? Donc, 400, de façon générale, c'est un problème côté les clients. 500, de façon générale, c'est un problème qui est lié les serveurs. OK? C'est bon? C'est clair? Est-ce que vous avez des Oui, questions? madame, c'est clair. Très bien. Voilà. Donc, revenons à la partie TP. OK? Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes techniques lors de la réalisation de votre TP? Voilà. Fenêtre. Ce sera. Oui, Voilà. madame. أنا مش بروبليم كبير برشا. Oui. أما عسيلو مدام ديما يفيشي لي نفس الاندكس في النافيغاتور. Même vous avez changé des sites, عندك ديما le même index. أي مدام. Essayez juste de vérifier
Ah, et vous avez créé sur le /var/3w Oui, des oui, d'accord, allez, un dossier qui est responsable au premier site, un autre dossier qui est oui, responsable. madame. Et vous avez changé le fichier index.html pour les 4 sites? Oui, madame. Oui. B. Alors, donc, commençons par la première étape, ok, au niveau du TP, c'est toujours, on a besoin d'installer le package, ok? Donc, pour pouvoir installer le package, on a besoin d'avoir une adresse IP statique ou bien une adresse IP dynamique. Hmm? Dynamique. Dynamique. Haka wale, j'ai besoin d'avoir une connectivité sur Internet, alors j'ai besoin d'avoir les paramètres liés à l'adresse de gateway, l'adresse DNS, etc. Ou les adresses de façon dynamique. Ok? Donc, dis pour vérifier la configuration de l'interface, ok? Donc, on utilise toujours un fichier de configuration. Ok? Voilà. Donc, c'est le chemin d'accès ETC sysconfig network script IFCFG ETH0, ok, et c'est le fichier qui nous permet réellement, ok, d'assurer une configuration dite permanente, soi-disant. Est-ce qu'on utilise la configuration dynamique liée à travers le protocole DHCP, soit une configuration statique en fixant bien sûr la configuration IP au niveau de ce fichier. Ok, voilà. Donc ici, par exemple, est-ce que j'utilise la configuration statique ou la configuration dynamique? Comment on peut vérifier? C'est grâce à quoi? À quelle ligne on peut vérifier que nous sommes en train Deuxième d'utiliser? ligne. Deuxième ligne, il y a boot proto. OK? Voilà, boot proto, c'est-à-dire ici, c'est quoi le protocole utilisé? OK? C'est quoi la méthode utilisée? Donc ici, j'utilise la configuration statique. OK? Bien sûr, je dis bien statique permanente, puisque la modification, elle est faite au niveau du fichier. OK? Et j'ai rajouté à la fin deux lignes, et les home qui contient réellement l'IP address متاعي. OK? J'ai utilisé l'adresse 192.168.0.100. OK? Et le net mask, c'est le /24. OK? Donc ici, j'utilise une configuration statique. OK? Par exemple, pour changer de la configuration, OK? Qui au dièse, c'est-à-dire c'est un commentaire. Hein. Voilà. Rouni, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une configuration HCP. très bien? Donc, nahi static, DHCP. Très bien. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Dima, on a besoin qu'il y ait une if config tower. Restart. Bien sûr. عليه وريتينا في الكلاس كاستاتيك هذيك. ايوا وريتيلكم في الكلاس. Donc ici, je هي garde toujours. علاش؟ علاش؟ اي علاش؟ Qu'est-ce qu'on a dit au niveau d'une architecture client-serveur? Au niveau du serveur, on a besoin de toujours de fixer l'adresse IP du serveur. Ok? Si on va utiliser une adresse IP qui est aléatoire, donc le service interne, je suis fonctionnel. Ok? Voilà, donc toujours côté serveur, j'ai besoin de fixer l'adresse IP côté, bien sûr, interface, côté ETH0, et la même adresse IP, elle est déclarée au niveau du fichier de configuration. Ok? C'est bon? Oui, madame, merci. Voilà. Pour avoir un accès sur Internet, voilà, pour télécharger les packages, on a besoin d'utiliser la configuration dynamique. Donc, on va essayer d'alterner entre les deux types de configuration. OK? Donc, pour installer les packages, je vais mettre des ACP et je télécharge les packages MT, puis je vais fixer principalement la configuration pour configurer le serveur. OK? Donc, ici, j'utilise toujours la même adresse IP. Pourquoi? Puisque on a besoin toujours de redémarrer le service responsable. OK? Donc, les enzymes, après chaque modification au niveau de fichier de configuration de l'interface ETH0, soit on va redémarrer l'interface, on a ifconfig ETH0 down, ifconfig ETH0 up, ou bien tout simplement, on va redémarrer le service network. OK? Donc, on a le service network restart. Voilà, pour exécuter, OK? Pour exécuter de nouveau le fichier de configuration. Donc, on utilise une configuration dite dynamique. Je n'ai une adresse IP de façon dynamique auprès d'un serveur DHCP. OK? Voilà. Donc, en attendant le redémarrage du service, voilà. Comment on va vérifier? C'est toujours avec la commande ifconfig ETH0. On va afficher la nouvelle configuration. OK? Voilà. Et bien, il y a la nouvelle configuration. OK? Cette configuration nous permet réellement de télécharger les packages internes. Voilà, je suis bien connecté sur Internet. OK? Donc, on va exécuter la commande yum install httpd. OK?
Voilà, donc réellement, pourquoi? Un des problèmes avec, puisque le service est bien installé. OK? Voilà. Donc, puis, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de configurer le serveur. Donc, pour configurer le serveur, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir une adresse IP qui est toujours fixe. OK? Donc, toujours le fichier de configuration interne. Et on essaye de quoi? On essaye de fixer la configuration. OK? Static. Voilà. On les commentaires. Donc, là, je vais utiliser l'adresse 192.168.0.100 qui m'a le camp par le TP interne. OK? Et le masque par défaut, c'est le 54. OK? Voilà. Qu'il rate, j'ai besoin de redémarrer le service responsable. Network restart. Voilà. Alors, on a fixé la configuration de façon permanente. Sinon, vous pouvez utiliser la configuration statique temporaire, c'est-à-dire exécuter la commande ifconfig ETH0, OK, l'adresse IP, netmask et le masque. OK? Vous allez utiliser cette adresse IP de façon, bien sûr, temporaire. Après un redémarrage de service ou bien après un redémarrage de système d'exploitation, vous allez perdre cette configuration IP. OK? Voilà. Donc, puis, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin de créer les deux premiers sites. Alors, j'ai fixé l'adresse IP, puis qu'est-ce qu'on va faire? Je prends à chaque site. Madame, a des questions. Qui a DHCP de configuration. On va commenter l'adresse IP ou le masque. والماسك. كي تحط if config l'adresse IP نتاعك تتبدل ولا تقعد نفسها؟ Bien sûr, avant d'exécuter la commande ifconfig, il faut redémarrer le service réseau. Les service network restart. Il va compiler le fichier de configuration. OK? Ou bien il suffit d'arrêter l'interface et démarrer l'interface. If config ETH0 down et if config ETH0 up. OK? وقتها باش تلقى une nouvelle configuration. Oui, ما عادش تلقى l'adresse IP القديمه نتاعك. وفي ستاتيك تاخذ الادرس لي بي اللي انت حطيتها في الكونفيغوراسيون كيكا ولا اي في statique on a fixé cette adresse IP de façon permanente. معناها l'adresse هذيك elle est fixe. OK. Voilà. Donc on a fixé la configuration IP. Alors, on a un serveur web, c'est un ensemble des documents. OK? C'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de créer on a besoin de des répertoires, bien sûr, des dossiers qui sont responsables, OK, au contenu des sites internes. OK? Donc, le répertoire qui s'appelle /var/3w. Voilà. Donc, je vais lister. Donc, voilà, un dossier qui s'appelle esprit1.com, un autre dossier qui s'appelle esprit2.com, esprit3.com et esprit4.com. Donc, j'ai créé avec la commande mkdir, OK, 4 dossiers, OK, dans le répertoire /var/3w. OK? Donc, chaque dossier, mais les dossiers, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un fichier, l'index.html, c'est l'interface d'accueil. OK? Donc, l'interface d'accueil de chaque dossier, OK, elle est enregistrée au niveau d'un dossier qui s'appelle esprit1.com, esprit2.com, esprit3.com ou bien esprit4.com. OK? Voilà. Donc, au niveau du premier fichier, donc pour lire le contenu d'un fichier, il suffit d'exécuter la commande cat. OK? Donc, cat esprit1.com index.html. OK? Donc, c'est pour lire le contenu de l'interface d'accueil de premier site. OK? Donc, hello, welcome to 3w esprit1.com. OK? Donc, au niveau du premier site, l'interface d'accueil vérifie welcome to esprit1.com. OK? Voilà. Notre esprit2.com. Voilà. Donc, il suffit de modifier esprit2.com. Voilà. Welcome to 3w esprit2.com. OK? Essayez de vérifier le contenu de chaque index. Hein? Voilà. Pour esprit3.com. Voilà. Donc, le contenu, c'est welcome to esprit3.com. Et finalement, pour esprit4.com, voilà le contenu par le fichier index.html. OK? Toujours essayer de vérifier le contenu de chaque fichier de chaque index.html. OK? Donc, on a créé 4 répertoires. Et au niveau de chaque répertoire, on va créer un fichier qui s'appelle index.html
qui est personnalisé à ce site. C'est bon? Puis, la troisième étape, c'est quoi? On a créé déjà les répertoires, on a créé les fichiers index.html, puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a, au niveau de ce TP, on va utiliser les trois méthodes de virtualisation. On a les deux premiers sites sont virtualisés par nom. Esprit 3, il est virtualisé par IP. Esprit 4, il est virtualisé par port. Alors, où on va déclarer cette configuration? Dans quel fichier? Dans le fichier httpd.conf. Très bien, dans le fichier de configuration de httpd.conf. Le fichier responsable à la configuration de la solution Apache. OK? Voilà. Donc, c'est le fichier httpd.conf. Il contient réellement une configuration. Donc, il y a la configuration, elle est موجودة déjà. On a besoin de modifier quelques paramètres. Donc, أول paramètre باش نبدلوا فيه اللي هو name virtual host هكا ولا. Donc, c'est-à-dire nos sites sont fonctionnels sur quelle adresse IP. OK? Donc, voilà. Name virtual host. OK? Donc, comme étoile, on va remplacer l'étoile avec l'adresse IP que nous sommes en train d'utiliser. Et là, pour moi, j'utilise l'adresse 192.168.0.100. OK? Sinon, essayez toujours d'exécuter la commande ifconfig ETH0, vérifier la configuration de l'interface ETH0 et essayez d'utiliser la même adresse IP au niveau de fichier httpd.com. OK? Voilà, les problèmes avec les étudiants, ce sont des problèmes des adresses IP. Il est en train d'utiliser l'adresse 192.168.0.100. Par contre, la machine, elle utilise une autre adresse IP. Il y a de façon générale une adresse IP dynamique. OK? C'est bon? Voilà, donc la première chose à faire, c'est de modifier le name virtual host. Donc, on fait l'écoute sur l'interface ETH0 qui possède cette adresse IP. OK? Donc, puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter les virtual hosts internes. OK? Donc, à la fin, on commence définition par les sites. Donc, le premier site, il est en écoute, il est hébergé sur l'interface ETH0. Toujours, on utilise la même adresse IP. J'utilise le port 80. Il s'agit bien d'une virtualisation par nom. OK? Donc, document root, bien sûr, on se base sur quel document? Sur esprit1.com. Document root, c'est esprit1.com. Le server name, c'est www.esprit1.com. OK? Voilà. Deuxième site, esprit 2. Il utilise la même adresse IP, le même numéro de port. Par contre, le nom, c'est esprit2.com et le server name, document root, OK? Essayez de vérifier quel est le problème. Le problème des index sera un problème au niveau de document root. Désolé. Donc, confusion, désolé. Donc, soit les index soit on fait le document root, le dossier, c'est esprit1.com. Tu as gardé le même dossier pour les 4 sites. D'accord. Voilà. Donc, juste essayer de vérifier cette configuration. OK? Voilà. Donc, les deux premiers sites sont virtualisés par ce qu'on appelle par nom. OK? En utilisant la même adresse IP, le même numéro de port. Le troisième site, il est virtualisé par IP. Et donc, j'ai utilisé une adresse IP différente de la première. J'ai utilisé l'adresse 192.168.0.101. OK? Donc, il y a l'adresse IP. Ça sera l'adresse de quelle interface? Est-ce que l'interface ETH0, on a besoin de changer l'adresse IP de l'interface ETH0? Non, Très bien, donc on va créer une interface alias qui s'appelle ETH0 2.1. OK, donc on va créer une nouvelle interface qui s'appelle l'interface alias. Donc les deux sites sont en écoute sur la première carte physique, troisième site, elle est en écoute sur la troisième, sur une autre interface qui est une interface alias. OK, toujours on va changer le document root. On a changé, juste on garde le server name, l'esprit 2 ou l'esprit 1. Mais pour ce cas, on a essayé de faire la différence entre les trois sites. Donc, on a changé les 4 noms ternes. OK? Voilà. Quatrièmement, dernier type de virtualisation, c'est la virtualisation par port. Donc, le dernier site, on écoute sur l'interface physique. OK? Par contre, sur le numéro de port 8080. OK? Donc, on a besoin de spécifier le server name, bien sûr, ou le document root interne. Par contre, qu'est-ce qu'on a besoin de faire encore?
de façon générale, quand le serveur il est en écoute seulement sur le port 80, qu'est-ce qu'on va faire? Listen 80-80 au niveau du fichier HTTPD pas encore. Voilà, donc notre recherche, on fait listen. Voilà, donc نلقى listen à le port 80, elle est en écoute par défaut à le port 80. J'ai rajouté une autre ligne qui contient listen 80-80. معناها elle est en écoute sur deux numéros de port différents. C'est le port 80 qui est utilisé par défaut et le port 80-80 pour la virtualisation par port. OK? C'est bon? C'est clair la configuration au niveau du fichier httpd.conf? Voilà, donc on le save et on جوست va تعاودي شنو terminer. الفرق ما بيناتهم مدام ما بين 80 و 80 80-80 هكا ولا donc احنا قلنا ديما le serveur نتاعي Apache ولا le serveur web il est en écoute sur il est en écoute sur les il peut traiter les requêtes en utilisant le protocole HTTP هكا ولا donc le protocole HTTP il utilise par défaut le numéro de port 80. OK, donc 80 il est associé le protocole HTTP. هوني احنا on va utiliser une technique particulière et des techniques de virtualisation, okay, pour pouvoir héberger plusieurs sites sur le même serveur. Okay. Donc, parmi les méthodes, on a la virtualisation par port. Okay. Donc, on a un seul numéro de port et je vais créer plusieurs sites. Donc, on a un autre numéro de port. Donc, le premier site, il est en écoute sur le 80. Deuxième site, il est en écoute sur un autre numéro de port. OK? Donc, on peut utiliser les ports enregistrés et les HOMA qui varient entre 1024 ou le 49 000. OK? Voilà. Et par contre, on a besoin de rajouter une nouvelle configuration à la le quatrième site interne qui m'attendra. Donc, on a rajouté le virtual host un nouveau numéro de port. OK? Donc, le port est associé les serveurs 3W Esprit 4.4. OK? Donc, bien sûr, on écoute à 80-80, on a besoin de rajouter la configuration nécessaire. OK? Donc, j'ai besoin de rajouter cette configuration au niveau de fichier httpd.com. Donc, je peux le rack on écoute à 80, mais vous êtes en écoute encore sur un autre numéro de port, et le 80-80 pour le quatrième site. OK? Je vais rajouter un autre site qui est on écoute sur le port 8000, par exemple. Si je listen, par exemple, 8000. OK? Donc ici, on a besoin de rajouter le numéro associé, le numéro de port utilisé pour assurer la virtualisation par port. C'est bon? C'est bon, allez? Merci beaucoup. Oui, madame, ça. Très bien. Voilà. Donc ici, on a spécifié la configuration nécessaire au niveau du fichier httpd.conf. OK? Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On a créé les répertoires, on a généré les index internes, on a rajouté les virtual hosts au niveau du fichier httpd.conf. Il suffit de créer la nouvelle interface alias. Il y a une interface qui s'appelle ETH0 2.1, OK, qui possède l'adresse 192.168.0.101 net masque. Et le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. Bien sûr, je suis en train d'utiliser la configuration statique temporaire. Avec à chaque fois, j'ai besoin de redéfinir, de réexécuter cette commande. OK? Donc, on va exécuter la commande diffconfig. Voilà, pour le moment, on a deux interfaces. L'interface ETH0 qui utilise l'adresse 0100 ou l'interface ETH0 2.1 qui utilise l'adresse 101. OK? Allez, les deux premiers sites sont hébergés sur la première interface. Le Esprit 3 est hébergé sur l'interface ETH0 2.1. OK? Je crois que après chaque modification de fichier de configuration, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer. Voilà, donc dis-moi, on a besoin de redémarrer le service HTTPD. OK, donc voilà, server HTTPD, restart. OK, voilà, OK. Donc, la configuration, elle est bien sûr enregistrée. OK, puis qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va tester? Qui fait une tester? Qu'est-ce qu'on utilise? J'utilise un navigateur. Très bien, j'utilise un navigateur. J'ai besoin d'utiliser le nom de domaine, voilà l'adresse IP. Est-ce qu'on peut atteindre avec cette configuration des sites avec leur nom de domaine?
احنا قلنا de façon أنا générale نسيت والله. les sites esprit 1.com 2.com 3.com et 4.com. اللي قلنا باغ أدريس اي بي نجمو معناتها on peut معناها utiliser l'adresse IP. أما اللي par nom de domaine ou par port نستعملو مادام في بالي on peut pas خاطر لازمنا on fait appel في un à quoi? fichier le site au fichier شنو. Très bien. Donc, oui, le problème, c'est quoi? C'est un problème, ça sera un problème de résolution de nom. OK? Donc, pour le moment, est-ce qu'on a déclaré les sites internes au niveau d'un serveur DNS? Ah non, Non. voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié seulement le fichier de configuration, c'est-à-dire on a hébergé seulement les sites sur un serveur web. OK? Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un fichier qui s'appelle /etc/hosts. Qu'est-ce qu'il contient ce fichier? Il contient réellement la résolution. Voilà, comme si c'est un serveur DNS qui est utilisé en local. OK? De façon générale, pour nos ordinateurs, on a deux types de résolution. OK? La résolution locale, en utilisant le fichier /hosts, on a la résolution à travers un serveur DNS. Bien sûr, lorsqu'on a besoin de contacter les serveurs DNS. Bien sûr, les sites internes sont créés en local. C'est pour cela on a besoin de modifier, on a besoin de déclarer les correspondances au niveau d'un fichier qui s'appelle /etc/hosts. OK? Voilà. Donc, le premier site, il est en écoute sur le 100, deuxième site sur 100, troisième site sur 101 et le quatrième site sur l'adresse 100. OK? Donc, ici, est-ce qu'on peut rajouter le numéro de port au niveau de ce fichier? Non. Non. Allez, je crois qu'il s'agit bien d'un mappage entre les adresses IP et les noms de domaine. C'est pour cela, pour atteindre le site virtualisé par port, on a besoin de rajouter les numéros de port au niveau du l'URL interne. OK? Voilà. Donc, save. Puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? www.esprit1.com. Voilà. Et bien, le premier site. Voilà. Welcome to esprit1.com. esprit2.com. Les deux sont virtualisés par nom. Voilà. Donc, troisième site, il est virtualisé par IP. OK. Donc, esprit3.com. Voilà. Elle est là. Et le quatrième site, c'est www.esprit4.com. C'est bon? نزيدو numéro de port. Voilà, كي نحط esprit4.com برك باش يخرج لي l'index نتاع le premier site. علاش؟ Voilà, على خاطر il se base على le nom نتاع le domaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter 2.80.80. OK? Voilà. Et voilà, le 6.4, elle est bien fonctionnelle. OK? C'est bon? C'est clair la partie TP? Voilà, donc c'est pour principalement l'utilisation locale. Sinon, comme vous pouvez utiliser principalement le navigateur de votre machine physique ou bien une autre machine virtuelle pour assurer de la communication de service à distance. Il suffit juste de vérifier la connectivité entre les deux machines et de rajouter la résolution au niveau de fichier host de la machine client. OK? C'est bon? Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? OK, donc on va commencer la partie cours du service, d'un autre service basique, ça sera le service réellement de messagerie. OK, voilà, et donc le support de cours, il est déjà disponible sur votre Classroom. Voilà. Je vais partager la présentation. C'est bon? Est-ce que vous êtes en train de voir la présentation? Oui. Très bien, voilà. Donc, pour le service de messagerie, donc, principalement, on se base toujours sur l'architecture interne à client-serveur. OK? Juste, on va de les slides. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va essayer de voir l'architecture de messagerie. Alors, voilà, l'architecture du système de messagerie. Les protocoles, principalement, pourquoi? Puisqu'on a plusieurs protocoles, on a réellement au niveau de ce service deux processus, un processus d'envoi et un processus de réception. OK? Et finalement, on va voir la différence entre les applications que nous sommes en train d'utiliser. OK? Entre l'application Outlook, l'application Gmail et l'application, par exemple, le navigateur. Lorsque j'utilise réellement le navigateur, ce qu'on appelle ce service, le service de webmail. OK? On va voir la différence
entre les différentes applications ou bien entre les différents clients qui nous permet réellement de consulter nos boîtes lettres. OK? Comment je partage, madame? نحل partage. Oui. لحظة. Voilà. C'est bon, Haka? Oui. Très bien. Voilà. Donc, on va réellement, comme j'ai bien dit, on va voir le principe de base des protocoles de messagerie. On va voir les différents agents qui sont là, qui nous permettent réellement d'échanger les emails. Et finalement, au niveau de la partie pratique, on va essayer d'installer, de configurer, OK, et d'échanger des emails entre deux clients de messagerie. OK? Voilà. Donc, commençons par la première architecture. Ici, on a principalement l'architecture. Donc, on a besoin d'échanger des emails entre deux utilisateurs. Bien sûr, on discute deux utilisateurs de même domaine. Par exemple, ما نعرفش باش ناخذ l'exemple par exemple نتاع هاجر @esprit.tn, elle veut par exemple envoyer un email à par exemple Feriel @esprit.tn. OK? Voilà, donc les deux utilisateurs internes, ce sont deux utilisateurs de même domaine. هكا ولا؟ Voilà. Donc à votre avis, à partir de cette architecture, où est la partie client et où est la partie serveur? وين هم les clients هاجر وفريال وين le serveur de messagerie interne? Madame, j'ai pas bien compris la question. زعما جو La بونس لي كليون هما لي دو يعني بي سي والسيرفور هاكا الاس ام تي بي. Les SMTP. B. احنا اش قلنا toujours on se base sur l'architecture client-serveur. Pour utiliser n'importe quel type de service, on se base toujours sur l'architecture client-serveur. ديما عندي une partie dédiée les clients وعندي une autre partie dédiée les serveurs. Donc, et شنو قلنا les deux ordinateurs هذوك sont les clients internes. OK? Et on a un serveur qui est composé réellement de deux agents. On va voir pourquoi il est composé de deux agents. Et bien, il joue le rôle du serveur. OK? Voilà. Donc, oui, on discute principalement l'architecture client-serveur, c'est-à-dire entre l'émetteur et oui, l'émetteur, ça sera, je compte, un émettrice interne lié à Hegel.esprit.tn. Donc, Hegel.esprit.tn, c'est principalement le client. OK? Donc, serveur, elle est là, elle nous permet d'échanger les emails. Ou le deuxième client, c'est qui? C'est filiale@esprit.tn. OK? Voilà. Donc, on va utiliser, on va contacter le serveur pour deux fonctionnalités différentes. Hegel, elle veut envoyer un email. Par contre, filiale, elle va recevoir un email. Elle va vérifier sa boîte aux lettres. OK? Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est quoi pour envoyer un email? كيفاش نبداو؟ Alors, pour envoyer un email, كيفاش نبداو؟ تحل النافيغاتور. Navigateur. Est-ce qu'on utilise on peut Application, madame. par exemple, là, le navigateur, c'est un client de quel service, de façon générale? C'est le client du service web. هكا ولا أنا كي نحل le navigateur, c'est-à-dire j'utilise le protocole HTTP. OK? Avec تحل l'application. باش نحل une application installée côté client, ce qu'on appelle le mail user agent. OK? Ce qu'on appelle l'application de messagerie à utiliser côté client. Qui m'a l'application Gmail, qui m'a l'application Outlook, qui m'a sur les systèmes d'exploitation Linux, on a l'application Thunderbird, l'application Evolution. Et donc, ce qu'on appelle les clients de messagerie. OK? Lorsqu'on utilise réellement le navigateur, alors un serveur de messagerie principalement, c'est un autre service qui s'appelle le service webmail. Allez, je vais utiliser le navigateur. Puis, on va envoyer les requêtes vers un serveur web. Ou le serveur web, il va jouer le client de messagerie ou il va contacter un serveur de messagerie. OK? Donc, on y fait ma différence entre le service de messagerie et le service de webmail. OK? Voilà. Donc, les deux utilisateurs internes, Hegel ou Filiel, puis qu'on aura deux applications de messagerie. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est lancer l'application de messagerie. OK? Voilà. Donc, puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va composer son email. Donc, puis, elle va principalement rajouter l'objet du mail, l'adresse destination interne, ça sera filiale@esprit.tn.
OK? Puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exécuter la commande d'envoyer. OK? Donc, pour l'exécution de la commande d'envoyer, je ne sais pas réellement. L'ordinateur, voilà, l'application de messagerie, elle va envoyer le serveur. Très bien. Donc, on va contacter le serveur de messagerie. OK? Donc, l'application TI, voilà, le logiciel, il va contacter le serveur de messagerie. De quel domaine réellement? De domaine esprit.tn. Dima, on va contacter réellement le serveur de messagerie qui est responsable à notre domaine. OK? Avec c'est le serveur qui se charge, OK, qui va réellement se charger d'acheminer, OK, l'email vers le destinataire. OK? Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est lancer l'application de messagerie, puis le logiciel ou l'application TI, elle va transmettre l'email à qui? Au serveur de messagerie qui est responsable à mon domaine. En utilisant quoi? En utilisant un protocole qui s'appelle le protocole SMTP. OK? Simple Mail Transfer Protocol. OK? Donc, le protocole ED, c'est le protocole qui est responsable à l'émission. OK? Voilà. Donc, au niveau du serveur, OK, qui m'a réellement, on a deux agents. OK? Notre serveur de messagerie, elle est composée de deux agents. OK? Donc, il est composé d'un agent qui s'appelle le MTA, qui est le Mail Transfer Agent, OK? Et un MDA qui s'appelle le Mail Delivery Agent, OK? Donc, le MTA, elle est responsable à la transmission des emails, OK? Il est responsable à le transfert des emails. Le MDA, c'est quoi? C'est l'agent qui est responsable à la réception, OK? Donc, un email, alors je vais envoyer l'email vers qui? Vers l'agent MTA qui est responsable de mon domaine, qui est responsable de domaine esprit.tn. C'est clair? Alors, donc maintenant, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le serveur MTA, Il va transférer. le serveur MTA, il s'appelle un agent MTA de domaine esprit.tn. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Réveil? Il va vérifier, OK, que l'utilisateur, OK, l'utilisateur Hedge, OK, existe bien sans sa liste des utilisateurs. OK, c'est-à-dire il va vérifier l'existence de l'utilisateur. OK? Donc, dans ce cas, bien sûr, le récepteur qu'on a, c'est Hedge, c'est filial à esprit.tn. OK? Donc, filial, elle fait partie réellement de la liste des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît bien, il possède l'autorité administrative sur la zone esprit.tn. Il possède la liste de tous les utilisateurs de domaine esprit.tn. Donc, il peut vérifier est-ce que cet utilisateur existe, oui ou non. Si cet utilisateur, elle existe, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite placer le mail où? Oui, je vais l'email interne. Dans la boîte aux lettres. Oui, la boîte aux lettres interne de façon générale. La boîte aux lettres interne, on a le dans l'espace mémoire accordé, OK? Et bien, on موجود في le serveur MDA, OK? Donc, on peut dire que le MDA, c'est quoi? C'est un serveur de stockage, OK? On a plusieurs espaces mémoire, OK? Pour chaque utilisateur, on va accorder un espace mémoire bien défini, OK? Pourquoi? Pour stocker les boîtes aux lettres internes. Donc, l'utilisateur interne, le serveur MTA, il a bien vérifié que le récepteur, il existe dans son domaine, il fait partir de ses clients. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer le mail dans le MDA, okay, dans la boîte aux lettres dédiée pour filiale à esprit.tn. Finalement, OK, filiale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser l'application de messagerie MTH pour vérifier celle-là principalement de nouveaux emails, oui ou non. OK? Donc, elle va solliciter le serveur maintenant, le serveur MDA, OK, en utilisant un protocole de réception. Donc ici, elle va vérifier si elle a réellement des messages, oui ou non. OK? Donc, on va utiliser soit le protocole POP3, OK, soit le protocole IMAP. Principalement, c'est le choix de l'utilisateur de choisir entre les deux protocoles de réception. OK? Voilà, donc elle va utiliser les protocoles EDOMA pour vérifier sa boîte aux lettres. Elle est stockée toujours où? Elle est stockée dans le serveur MDA, OK, de la zone esprit.tn. C'est bon? Donc, il y a l'agent qui s'appelle
MTA, c'est le Mail Transfer Agent, ok? Et c'est l'élément principal du serveur interne. Il s'occupe réellement d'envoyer les emails entre les serveurs, ok? On a l'agent MDA, c'est le service de remise des emails, ok, dans les boîtes aux lettres. Il intervient toujours juste à la fin, en fin de la chaîne d'envoi des emails, ok? Donc, il va réserver des espaces mémoire pour ses clients, ok? Donc, on a le protocole SMTP, c'est le protocole d'envoi. Pour la réception, on a seulement deux protocoles. Il y a le protocole POP3 et le protocole IMAP, et on va voir la différence entre les deux, ok? Et bien, dans le cadre, bien sûr, que les deux utilisateurs internes, ils font partir de même domaine. Il y a le domaine esprit.in. On va prendre l'exemple que Feriel@esprit.in, elle veut principalement envoyer un email à heger@yahoo.fr. Est-ce qu'on va utiliser les mêmes agents? Est-ce qu'on va utiliser la même architecture? Donc, Non. c'est quoi le nouveau? Un autre serveur. Un autre serveur de messagerie. Pourquoi? Allez, je vais aller voir, on a Parce deux qu'il y a serveurs. deux domaines. Puisqu'on a deux domaines, très bien. Donc, dis-moi, pour chaque domaine, ok, donc on aura toujours un seul serveur de messagerie. Donc, un seul serveur de messagerie, il peut gérer qu'un seul domaine. Allez, alors, il possède l'autorité administrative. Il a besoin d'avoir la liste des utilisateurs. Alors, est-ce qu'on peut avoir un serveur de messagerie qui gère la zone esprit.tn? Il possède la liste des utilisateurs de la zone yahoo.fr? Bien sûr que non. OK? Voilà. Donc, pour chaque domaine, on utilise un serveur de messagerie spécifique. OK? Voilà. Donc, ici, je connais Hegel@esprit.tn, elle veut envoyer un email à filiel@yahoo.fr. Alors, donc, la première chose à faire, c'est toujours, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'application de messagerie interne. OK? On va préciser l'objet de mail, le corps de mail, l'adresse destinataire interne. OK? Puis, on va exécuter la commande envoyer. Donc, Aoul Hajat c'est quoi? C'est l'application Terry, elle va envoyer le mail en utilisant le protocole SMTP vers qui? Vers l'agent qui est responsable de mon domaine, le domaine MTI source. OK? C'est le domaine esprit.tn. Maintenant, l'agent MTA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier la validité et l'existence de cet utilisateur. Donc, pour le moment, l'utilisateur interne, c'est qui? C'est feriel@yahoo.fr. Est-ce que feriel@yahoo.fr, elle fait partir des utilisateurs, voilà, des clients qui sont gérés par le domaine esprit.tn? Non. Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'autre serveur. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer l'email vers qui? Vers l'agent responsable de domaine de destinataire. OK? Donc, on y mouche le mail, boîte de réception. Non, l'agent de transfert, OK, qui est responsable de domaine de destinataire. OK? Allez, alors, le MDA, toujours, il contient seulement les espaces mémoire. Il contient seulement les boîtes aux lettres des utilisateurs qui sont gérés par le domaine. Donc, le MDA de domaine esprit.tn, il ne possède pas une boîte aux lettres pour l'utilisateur de domaine yahoo.fr. Donc, pour ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le mail, de nouveau en utilisant le protocole SMTP, vers qui? Vers l'agent MTA qui est responsable de domaine yahoo.fr. OK? Maintenant, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. مدام كيفاش باش يعرف الام دي نتاع الدومين الدومين نتاع الديستيناتير؟ Pour le moment, le MDA, c'est toujours le MTA. OK? MTA. Voilà. Le MTA, je suis l'email vers qui? Vers le MTA responsable de domaine yahoo.fr. Donc, on y a réellement l'intervention du serveur DNS. OK? De façon générale, un agent MTA, في الريزو يتسمى smtp.domain. Par exemple, l'agent MTA نتاع esprit اسمه smtp.esprit.tn. OK? Donc, par exemple, yahoo.fr اسمه smtp.yahoo.fr. OK? Et je connais bien le nom, alors je vais principalement interroger un serveur DNS. Je peux lui l'adresse IP du serveur SMTP qui est responsable du domaine yahoo.fr. Donc, puis là, j'ai l'adresse IP, comme ça, je peux envoyer des mails. OK? Voilà. Donc, différent à l'intervention réellement du serveur DNS, réellement derrière ça. Mais puisqu'on connaît bien les noms de domaine, donc c'est très simple d'avoir les adresses IP. OK? Voilà. Donc, maintenant, l'agent interne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va router, il va envoyer le mail vers qui? Vers l'agent
ok, qui est responsable, ok, et qui est responsable à l'émission au niveau de domaine yahoo.fr. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il va faire, l'agent? Le mail MTA, il est chez qui? Il est chez le MTA responsable de domaine yahoo.fr. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, l'agent Tao? Qu'est-ce qu'il va vérifier? Est-ce qu'il appartient au domaine ou le récepteur? Eh bien, il va vérifier l'existence du récepteur. OK? Alors, je me trouve fériel, un compte fériel à yahoo.fr. Dans ce cas, si l'utilisateur n'existe pas, je n'en ai انا كي نبعث ميل ان يوتيليزاتور rejet يجيني حاجه هكا ولا يجيني فيلور نوتيفيكيشن يقول لي راهو لادريس ميل ديستيناتور الي فلس والا راهو ليتيليزاتور نيكزيست با ريالمون هكا ولا. Donc, وقتها شنو عمل le MTA? Le MTA, il a vérifié l'existence de l'utilisateur, donc il n'a pas trouvé un utilisateur qui s'appelle feriel@yahoo.fr. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une réponse, le MTA de domaine esprit.tn, ok? Le MTA de domaine esprit.tn, il va placer notification failure, ok, dans la boîte lettres de l'émetteur, ok, réellement notification, l'utilisateur n'existe pas, ok, et bien dans le cas, l'utilisateur n'existe pas, sinon il va vérifier la liste des utilisateurs internes, ok, il va vérifier que principalement l'utilisateur interne, elle existe bien dans sa liste des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer les mails où? Dans l'espace mémoire accordé du férié. Ok, voilà, j'ai normal plein de confusion entre les deux. En tout cas, il va placer le mail dans la boîte lettres dédiée pour notre destinataire. Ok, finalement, destinataire international, il va consulter sa boîte lettres en utilisant un protocole de réception. Ok, voilà, donc on a deux domaines différents, donc il y a l'intervention de deux agents d'émission et de deux agents de réception. Ok, voilà, donc il y aura l'intervention de deux serveurs de messagerie à la fois. Ok, le serveur de messagerie, il est composé de deux agents. Un agent, il est responsable à l'émission, l'autre agent, il est responsable toujours à la réception. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Non, ça va. Très bien, voilà. Donc, côté client, on utilise toujours un client de messagerie, ok, c'est le mail user agent, ok. Côté serveur, donc on a deux agents, un mail transfer agent, un mail delivery agent, ok. Pour les protocoles, donc on a le protocole SMTP qui nous permet d'assurer la transmission des emails. Ou pour la réception, donc l'utilisateur, il a le choix entre deux protocoles, ok. Voilà, donc pour l'émission, j'utilise le protocole SMTP. Donc, le protocole SMTP, il utilise le numéro de port 25. Le MTMT, on écoute sur le port 25 pour traiter les requêtes SMTP. OK? Donc, de façon générale, le MTA, il va vérifier l'existence de cet utilisateur. OK? Donc, puisque les deux utilisateurs de domaines différents, donc il va envoyer le mail vers le MTA responsable en utilisant toujours le protocole SMTP et toujours le SMTP, il utilise le port 25. OK? Voilà. Donc, finalement, pour la réception, on utilise soit le protocole POP3, soit le protocole IMAP. Donc, si on a utilisé le POP3, le serveur, on écoute sur le port 110. Si on va utiliser le port IMAP, le protocole IMAP, le port utilisé, c'est le 143. Généralement, les serveurs de messagerie sont en écoute sur 3 numéros de port. Sur le port 25, sur le port 110 et sur le port 143. 25 pour l'émission, pour la réception 110 pour les utilisateurs qui utilisent POP3, 143 pour les utilisateurs qui utilisent le protocole IMAP. OK? C'est bon? Bien sûr, les protocoles EDOM, ce sont des protocoles de quelle couche? De la couche application. Très bien. Ce sont des protocoles de la couche application. OK? Au niveau de la couche transport, on utilise souvent le protocole TCP. OK? Pourquoi le protocole TCP? Puisque c'est le protocole fiable. Les emails, on a besoin d'assurer la fiabilité de l'émission. OK? Voilà. Donc, maintenant, on va voir la différence entre les deux protocoles de réception, puisqu'on a le choix. OK? Voilà. Donc, différence principalement, lorsqu'on utilise POP3, le protocole POP3, il nous permet de télécharger toute la boîte lettres au niveau de la machine physique. Il va vider la boîte aux lettres, où il télécharge les données sur la machine physique.
OK? Donc, le stockage les courriers internes, il compte sur l'ordinateur interne, voilà, l'équipement qu'on a utilisé pour consulter notre boîte aux lettres. OK? Donc, toujours, l'espace mémoire au niveau du serveur, elle est toujours vide. OK? Voilà. Donc, par contre, l'inconvénient, ici, c'est quoi l'inconvénient? C'est en utilisant notre application de messagerie, on peut gérer seulement un seul accès. OK? Et on peut gérer une seule boîte aux lettres en utilisant POP3. OK? Par contre, IMAP, c'est le protocole qui offre la mobilité de l'utilisateur. OK? Donc, de façon générale, lorsqu'on va consulter nos boîtes aux lettres en utilisant le protocole IMAP, là, nous sommes en train de télécharger des copies. OK? Maintenant, le stockage, il est toujours chez le serveur. Et au niveau de notre équipement, voilà, au niveau de l'ordinateur, nous sommes en train de lire une copie. OK? Avec le protocole IMAP, il nous permet de gérer plusieurs accès simultanés. Il nous permet de gérer plusieurs boîtes lettres de façon simultanée. Okay? Par contre, l'inconvénient au niveau du protocole IMAP, c'est toujours la connectivité. C'est-à-dire, j'ai besoin toujours d'avoir une connexion constante pour voir les courriers intérieurs. Par contre, si les courriers sont stockés en local, je n'ai pas besoin d'avoir une connexion permanente pour trier, voilà, pour voir les emails lors. OK? Voilà, donc il y aura des cas d'utilisation pour le protocole POP3, il y en a d'autres cas d'utilisation pour le protocole IMAP. De façon générale, on utilise le webmail, on utilise le navigateur. Là où le navigateur, réellement le serveur web, il utilise le protocole SMTP pour l'émission et il n'a pas le droit d'utiliser le protocole POP3. Il a le droit seulement d'utiliser le protocole IMAP. Comme POP3, il nous permet de télécharger toute la boîte aux lettres dans la machine. Si notre serveur web il va utiliser le protocole POP3, une boîte de messagerie call, là, je dois les stocker au niveau du serveur web. OK? C'est pour cela il utilise le protocole IMAP, je une copie. OK? Voilà, donc, qui m'a rappelé comme dit, on a des cas d'utilisation pour le protocole POP3, des cas d'utilisation pour les protocoles IMAP. En tant que des enseignants, des étudiants, on préfère toujours la mobilité. Avec, par défaut, on utilise le protocole IMAP. OK? Par contre, au niveau des entreprises, les entreprises qui cherchent réellement la sécurité, ils utilisent le protocole POP3. Pourquoi, à votre avis, le protocole POP3 il est plus sécurisé que le protocole IMAP? Hors connexion, madame. Hors connexion. Qui fait hors connexion? Hors connexion, c'est-à-dire une boîte de messagerie. OK? Donc, je vais télécharger toute la boîte aux lettres en local. Donc, le problème, c'est toujours le problème au niveau des entreprises. Le problème, c'est connexion Internet. خاطر ديما كي تبدا فما كونيكسيون حتى فما دي باتي نتاع يفاريسو كل عليه. Très bien. Le problème, c'est par rapport au stockage des données. Donc, lorsqu'on utilise le protocole POP3, les données sont stockées en local. Par contre, lorsqu'on utilise le protocole IMAP, les données internes sont stockées au niveau du serveur. Bien sûr, elle est plus vulnérable pour des attaques. Le client, voilà, le serveur, de façon générale. Les attaquants. Les serveurs. Les serveurs. Allez, les serveurs intérieurs. Une adresse IP qui est toujours fixe. Ou des numéros de port qui sont toujours fixes. Par contre, en tant que client, l'adresse IP est les numéros de port qui sont gérés par le système d'exploitation. Donc, on a des problèmes, on a des numéros de port fixes, on a une adresse IP qui est toujours fixe. Puisque on discute des protocoles non chiffrés, les données internes sont stockées au niveau du serveur en clair. OK? Donc, un attaquant, il vise la confidentialité des données. Il a le contenu dans les emails internes. OK? Voilà, donc avec les entreprises de façon générale visent le protocole POP3. Pourquoi? Pour vider, ok? Pour vider toujours les boîtes de lettres entre les clients internes, entre les utilisateurs internes, ok? Et comme ça, le MDA il est toujours vide, même lorsqu'il s'agit d'une attaque qui touche la confidentialité, le contenu il est stocké en local. Bien sûr, il offre la disponibilité des données grâce à quoi? Grâce au service de backup. Puisque les emails sont stockés en local, on a des serveurs qui assurent des copies. OK, on a une copie à l'ordinateur interne ou une autre copie qui est stockée dans un autre serveur de backup pour assurer la haute disponibilité. Par contre, un simple utilisateur, s'il a utilisé le protocole POP3, OK, ou un de disque dur endommagé, voilà, la machine elle est endommagée, on va perdre tous les courriers envoyés. OK, tous les courriers, je n'ai le stockage, je l'ai stocké qui se passe en local. OK? Voilà. Donc, par contre, l'IMAP, il offre la mobilité. Par contre, les données internes alcool sont stockées au niveau du serveur.
OK? On va gagner en termes de stockage, mais le problème, c'est l'image interne, c'est un souci de sécurité, puisque les données sont stockées au niveau du serveur. Et pour cela, on évite toujours les échanges des données confidentielles. Maintenant, le numéro de votre carte d'identité, le numéro de votre compte bancaire, les passwords internes, les examens, par exemple, en tant que des enseignants, on n'a pas le droit de l'échanger en utilisant les emails. OK? Pour des raisons principalement de sécurité. OK? Voilà, donc ce sont les objectifs de cette séance. OK? Donc, dis-moi, je t'apprends en TP. OK? Donc, les TP, l'objectif MTR, c'est implémenter un serveur de messagerie. OK? Qui m'a rappelé comme serveur, il est composé de 2 agents. Un agent de réception ou un agent de MTA. Mission. Donc, le MTA, il s'appelle postfixe. Le MDA, il s'appelle DevCut. On parle des solutions, des 2 solutions. OK? Donc, postfixe, il est responsable à l'émission. DevCut, il est responsable à la réception. Comme des applications de messagerie, donc soit on utilise Thunderbird au niveau de nos machines Linux, soit en utilisant l'application Outlook sur la machine Microsoft. OK? Principalement, on va commencer par l'implémentation du serveur et on va essayer d'échanger les emails entre 2 utilisateurs, user 1 ou user 2. OK? De domaine, par exemple, l'esprit panthéen, voilà, de domaine, OK? Voilà. Finalement, on va assurer la consommation de services en utilisant les applications de messagerie. OK? Voilà. Bien sûr, essayez de respecter les deadlines, ou si vous avez eu des problèmes techniques, OK? Soit laissez des commentaires à la Classroom, soit vous pouvez m'envoyer des emails. OK? C'est bon? Oui, madame, merci. Oui, Merci madame, à ça vous. va. Merci à vous. Voilà, donc bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. Bonne journée. Bonne Bonjour. journée. Bonne journée.